Dans cette capsule vidéo, vous en apprendrez davantage sur la brûlure bactérienne des rosacées qui affecte non seulement les arbres en verger, mais aussi les plantes ornementales. Cette capsule est divisée en 3 segments. La maladie sera d'abord décrite pour savoir comment la reconnaître et pour mieux la comprendre. Puis, l'importance de la problématique qu'elle engendre pour les producteurs en pépinière sera abordée. Finalement, des méthodes de lutte préventive et autres stratégies phytosanitaires applicables à l'industrie de l'horticulture ornementale seront expliquées. La brûlure bactérienne des rosacées, appelée également le feu bactérien, est une maladie bien connue dans le secteur de la pomiculture où elle peut causer de lourdes pertes certaines années. Dans les vergers, c'est une maladie occasionnelle, mais sévère, qui peut être contrôlée dans une certaine mesure. Originaire d'Amérique du Nord, la bactérie est maintenant présente un peu partout en Europe. Cet organisme nuisible est réglementé au Québec par la Loi sur la protection sanitaire des cultures. On retrouve cette maladie en pépinière également, où elle est d'autant plus sévère et importante puisqu'elle peut causer la mort de jeunes arbres en une seule saison. Les arbres infectés doivent être jetés immédiatement et les risques d'infestation sont accrus dans ce type de production. La brûlure bactérienne des rosacées, comme son nom l'indique, est une maladie d'origine bactérienne. C'est la bactérie Erwinia amylovara qui en est la cause. Les bactéries hivernent dans les tissus vivants de l'écorce ou sur le pourtour des chancres. Au printemps, elles serviront d'inoculum au moment de la floraison. Les bactéries reprennent leurs activités lorsque les températures montent au-dessus de 18 degrés Celsius. Elles se multiplient alors autour du chancre. C'est à ce moment que les exudats deviennent visibles et que les infestations vers d'autres plants débutent. En pépinière, les symptômes apparaissent principalement à partir de la 4e semaine de juin, et ce, jusqu'à la fin du mois d'août. Ils peuvent aussi être observés en dehors de cette période, selon le type d'infestation. Les symptômes se manifestent sur différents organes de la plante et peuvent finir par atteindre tous les tissus. En revanche, un plant infecté peut ne pas développer de symptômes ou bien en développer beaucoup plus tard après l'infection. La présence de gouttelettes sur les organes infectés est un des signes caractéristiques de cette maladie. Ces gouttes de couleur blanche ou brune, constituées de polysaccharides, sont produites par les bactéries là où elles se sont multipliées par temps chaud et humide. Les gouttes ressemblent à de la résine une fois séchées. Les symptômes sont habituellement observés sur les feuilles, les fleurs, les fruits, les jeunes pousses, les branches, le tronc, le collet et sur le porte-greffe. En pépinière, on observe plus couramment les 2 symptômes suivants: la brûlure ou fanaison des pousses ou rameaux et les chancres. Les tiges infectées, principalement les jeunes pousses en croissance, peuvent paraître humides. Elles sont d'abord de couleur vert foncé, puis deviennent brunes à noires. Une teinte orange est parfois observée au début du développement de la maladie. Elles vont ensuite flétrir à partir de l'extrémité et se courber en forme de canne, surnommée la crosse noire. Les feuilles atteintes vont brunir le long de la nervure centrale, puis noircir. Elles ne tomberont pas, mais elles vont devenir molles et resteront accrochées à la pousse. Elles peuvent aussi se coller sur le rameau. La brûlure des pousses peut se développer très rapidement et progresser de plusieurs centimètres en quelques jours. Un arbre atteint sévèrement peut sembler avoir été brûlé par le feu. Plusieurs de ses branches et feuilles seront brunies ou noircies. Le chancre, lui, est observé plus souvent au printemps, sur les branches principales ou sur le tronc de l'arbre. Il est brun rougeâtre à violet avec une marge fissurée. Un exudat peut s'écouler des fissures et les branches infectées peuvent devenir plus foncées que les branches saines. La brûlure bactérienne affecte une gamme assez restreinte de plantes hôtes de la famille des rosacées, soit une partie des espèces de la sous-famille des amygdaloïdés. Le pommier,
le pommetier, le poirier et le sorbier sont les autres principaux. D'autres espèces sont sensibles à la maladie, mais de façon moins importante, comme l'aubépine, l'amélanchier, le cognacier, l'aronie noire et la spirée. Le framboisier peut lui aussi être infecté par une souche d'Erwinia amylovora. Cependant, cette souche n'est pas celle qui affecte le pommier. Si toutes les conditions propices sont réunies, c'est vers la fin mai que les infections débutent. Les infections dites primaires surviennent lors de la floraison des plantes hôtes. L'infestation est un processus complexe qui nécessite une combinaison de facteurs. Une forte infestation est plus probable lorsque tous ces facteurs sont réunis et qu'ils le sont dans un certain ordre, soit la présence de la bactérie, la température ambiante favorable, l'atteinte du stade de floraison et la présence d'eau sur et dans les fleurs ou les blessures. Vincent Filion, chercheur en pommiculture à l'IRDA, a fait plusieurs projets de recherche qui visent à réduire la problématique du feu bactérien dans les vergers. Voici ses explications sur comment se déroulent les infestations plus en détail. Le feu bactérien, c'est une maladie des pommiers et des poiriers qui s'attaque à la plupart des cultivars commerciaux. C'est une maladie qui est très grave. On l'a toujours eu en Amérique. Les tout premiers guides à l'intention des producteurs au 19e siècle mentionnaient le brûle. Avant même d'identifier l'autre maladie majeure qu'est la tavelure, on parlait de la brûlure bactérienne sans savoir que c'était une bactérie à l'époque. Alors, c'est pas nouveau. La problématique, c'est qu'il y a des années où la météo pendant la floraison est très favorable à la maladie, puis d'autres années où pas du tout. Avec les changements climatiques, avec les vergers qui sont de plus en plus denses, les cultivars qui sont plus sensibles, bien, on a un accroissement des épisodes de feu bactérien. Alors, on pouvait avoir des épisodes, je ne sais pas moi, aux 10 ans, puis maintenant, bien, on a l'impression qu'il y a un peu de feu à chaque année. Évidemment, c'est pas, chaque année n'est pas une année aussi catastrophique, mais ça inquiète les producteurs à chaque année. La floraison, c'est le moment crucial pour le feu bactérien. La bactérie passe l'hiver dans des chancres, dans du bois vivant, dans des chancres et dans des momies de fruits. Il y a des insectes, dont des diptères, qui vont transporter les bactéries des chancres vers les fleurs qui ouvrent, mais vraiment toutes les fleurs qui ouvrent. Alors, le pommier fleurit au printemps, il y a différentes fleurs de différentes espèces, des espèces qui attraperont jamais le feu bactérien, mais qui sont porteuses de la bactérie temporairement. Alors là, la bactérie se dissémine, puis ça prend un pollinisateur ensuite pour amener la bactérie de nos fleurs de différents arbustes vers le pommier. Puis une fois que la bactérie est en place dans la fleur, là, elle peut coloniser, se multiplier, puis causer des symptômes. Ça prend beaucoup d'étapes, en fait, pour arriver à des vrais symptômes et à des vrais problèmes. Alors, la bactérie, elle est présente dans l'environnement. Est-ce qu'elle s'est rendue jusqu'à la fleur de pommier? Est-ce que les conditions étaient favorables à la multiplication bactérienne? Est-ce qu'on a eu des conditions favorables à l'infection? Est-ce que la bactérie, elle a pu passer de l'organe femelle puis rentrer jusque dans les nectaires? Il faut que toute cette séquence d'événements-là se passe dans un temps qui est très restreint. Parce que la vie de la fleur du pommier est très courte. Alors, il faut que tous les ingrédients soient en place dans le bon ordre. C'est pour ça que c'est pas à tous les ans qu'on a des épisodes de feu bactérien. Quand ça arrive, bien, après quelques semaines, les symptômes apparaissent. Alors, on a des fruits qui sont noircis, qui vont sécher en place. Il y a de l'exudat bactérien, des gouttes d'exudat qui vont être présents sur les pédoncules, sur les fruits. Et puis là, bien, ça peut se propager très rapidement au cours d'infections secondaires, des infections dites des infections d'été. Une fois en contact avec la fleur, la bactérie aura besoin d'eau pour se multiplier, soit par une faible pluie ou de la rosée. La fleur doit être humectée pour que la bactérie puisse se multiplier sur les stigmates et atteindre le réceptacle de la fleur. C'est ainsi qu'elle entre dans le système vasculaire de la plante et qu'elle atteint les pousses. Plus la fleur vieillit et plus les risques d'infection diminuent. Les bactéries sont disséminées principalement par les insectes pollinisateurs qui vont visiter les exudats ou butiner des fleurs contaminées
puis se rendre vers des fleurs saines ou des pousses tendres. La propagation de la maladie peut aussi être causée par les éclaboussures d'eau et par d'autres insectes comme les pucerons ou les cicadelles. D'ailleurs, les bactéries peuvent survivre plusieurs semaines sur les insectes vecteurs. Le feu bactérien, ça s'arrête avec la fin de la croissance. Alors, dans un contexte de verger, fin juin, début juillet, il y a formation du bourgeon terminal, alors la croissance annuelle s'arrête. Puis à partir de ce moment-là, les infections deviennent à peu près impossibles. Et toute la période pendant laquelle on a de la croissance végétative puis qu'il y a des symptômes de feu bactérien qui sont actifs, le moindre orage violent, tempête de grêle, le tout temps moindrement un peu violent peut propager la bactérie. Il y a des micro-blessures qui sont formées sur les branches. La bactérie rentre par là. Puis là, ça peut se propager très vite. Les interventions phytosanitaires contre le feu bactérien ont lieu à la floraison. On connaît les conditions qui sont favorables à la maladie. On a des modèles qui nous permettent d'appliquer les produits phytosanitaires au bon moment. Mais en été, quand le feu est pris et qu'il y a de la propagation rapide, il n'y a pas grand-chose qui marche. Puis l'éradication par la taille, l'arrachage des pousses et tout ça, ça fonctionne, mais dès que le nombre de pousses est important, on peut dérégler la physiologie de l'arbre, puis même causer plus de problèmes parce que là, chaque point d'arrachage devient un point de croissance, puis causer des problèmes de feu avec ça. En présence de symptômes actifs et pendant la saison de croissance, la pluie, le vent, la grêle et le temps violent peuvent aussi transporter la bactérie et créer des micro-blessures imperceptibles à l'œil nu, ce qui permet aux bactéries d'entrer dans les pousses. La pépinière est un lieu propice aux infestations par la brûlure bactérienne, notamment dans la culture d'arbres en pot et en champ, à cause des nombreuses opérations culturales liées à cette production. De plus, la sévérité de la maladie est plus importante en contexte de pépinière, ce qui cause des pertes économiques importantes. En pépinière, on retrouve les infections de printemps et celles d'été. La majorité des infestations surviennent pendant la période de floraison des plantes hôtes. Or, comme les arbres sont sortis des caveaux ou des entrepôts réfrigérés pour être empotés sur une période prolongée, il n'y a pas de date définie pour la floraison et elle peut s'étaler sur plusieurs semaines. Les arbres sont ainsi sujets à une fenêtre d'infection beaucoup plus longue qu'en pomiculture. Les chances que toutes les conditions favorables à l'infection soient réunies deviennent alors plus fréquentes. La température extérieure augmente en cours de saison, ce qui crée les conditions idéales à la multiplication des bactéries durant la période prolongée où des arbres sont en fleurs. D'autres facteurs viennent aggraver le risque d'infestation en pépinière. Les planches de culture sur lesquelles sont produites les arbres en contenant sont la plupart du temps irriguées par aspersion, donc par le haut. Ceci humecte les fleurs et augmente le risque d'infection. De plus, en production, les arbres sont produits à forte densité. Ici, versus la place qu'on a, des années, on peut les espacer plus, mais ici, ils sont quand même assez collés, mais dans un monde parfait, on essaie de laisser une demi-pôle d'espace entre chaque arbre. Pour ce qui est de la plantation des arbres fruitiers en baliveau pour les champs, on va vraiment être sur une densité de plantation d'environ 1500 arbres fruitiers sur une ligne de champ, multipliée par 10 lignes. Et on va être à 5-6 pouces de distance entre chaque plomb lors de la plantation. La proximité des arbres peut entraîner des blessures mécaniques aux branches lors de grands vents ou lors de la manutention. Les arbres en contenant sont d'ailleurs manipulés à plusieurs reprises durant la saison. Lors de l'hivernage, ils peuvent être attachés en paquets selon le cultivar et placés dans un entrepôt réfrigéré, puis ils sont sortis pour être empotés au printemps. Ils sont couchés au sol et recouverts à l'extérieur pour l'hivernage, puis les pots sont relevés au printemps suite au retrait des couvertures ou lorsqu'ils sont transportés pour la vente. Les opérations de taille avant l'empotage et durant la saison de croissance peuvent aussi favoriser l'entrée de la bactérie.
En pépinière, l'achat de matériel végétal contaminé asymptomatique est l'une des sources de contamination possibles. La production d'un arbre du début à la fin est plutôt marginale au Québec. La plupart des producteurs commandent des jeunes arbres à racines nues, appelés baliveaux, qu'ils vont finir pour la vente. Il est difficile de vérifier si les intrants sont exempts de la maladie, d'autant plus que la majorité des intrants, comme les malus, ne proviennent pas du Québec. Aucun programme de certification n'existe pour assurer que les végétaux sont exempts de la maladie. Enfin, plusieurs cultivars sont produits au même moment, incluant des cultivars plus sensibles que d'autres. Ceci peut augmenter les risques de contamination. Voici quelques exemples d'espèces sensibles à différents niveaux. En plus des risques d'infestation qui sont plus importants en pépinière, la sévérité des dommages y est aussi plus importante. En effet, puisque les arbres en pépinière sont jeunes, la sévérité de la maladie est accentuée par leur vitesse de croissance rapide. Aussi, les jeunes arbres sont plus sensibles et la mort survient plus rapidement qu'avec les arbres établis. En pépinière, aucun symptôme n'est toléré. Les arbres doivent être éliminés et retirés des sites de production le plus rapidement possible. La croissance rapide est un facteur aggravant de la sévérité de la maladie. En effet, lorsque l'arbre est en croissance, la distance parcourue par les bactéries est plus grande et leur concentration est plus élevée. Le mode de migration des bactéries dans l'arbre est mal connu. Les risques de brûlure des pousses cessent lorsque la croissance annuelle ralentit ou que le bourgeon terminal apparaît. En pépinière ornementale, la plupart des pommiers et des pommetiers aoutent vers la fin de septembre et au début du mois d'octobre. Il y a toujours eu comme une guerre entre les horticulteurs et les phytopathologistes parce qu'un horticulteur, ça veut faire pousser des plantes, puis les phytopathologistes répètent qu'une plante qui pousse, c'est une plante qui peut attraper des maladies. Alors, cette problématique-là, elle existe dans le pommier. Tant qu'il y a de la croissance, il y a du feu bactérien qui est possible. Alors, un pépiniériste qui veut faire pousser des pommiers, il accentue les risques de feu bactérien, c'est inévitable. On répète tout le temps en pommiculture que le meilleur remède pour le feu bactérien, c'est un bourgeon terminal. Alors, ce qu'un pépiniériste ne veut pas voir parce qu'il veut voir sa plante grandir. Alors, cette dualité-là, ce choc-là est inévitable. Parce que la croissance favorise la maladie, en pommiculture, on va souvent avoir une gestion serrée de l'azote. On ne veut pas de l'azote en été. Il y a différentes raisons, là, pas seulement le feu bactérien, mais dans le cadre du feu bactérien, les pommiers qui sont en excès d'azote vont avoir des symptômes de feu bactérien qui sont plus graves. Alors, la gestion de l'azote est cruciale. Un excès de fertilisation azotée entraîne une croissance plus rapide des végétaux. Cela augmente donc le phénomène d'invasion systémique des bactéries tout en rendant les plants plus sensibles aux infestations d'été. Tout ça, ça fait que quand la bactérie est dans l'arbre, je dis bien quand la bactérie est dans l'arbre, les symptômes vont arriver de façon plus rapide et plus spectaculaire que, par exemple, dans un contexte de production en pommiculture. Je suis pas sûr qu'il y a un lien de causalité à faire entre les infestations du printemps, lors de la floraison, et l'azote. Par contre, dans les infestations d'été, comme les plants sont plus touffus, sont garnis, les branches sont plus longues, les tissus sont tendres, là, probablement qu'il devrait y avoir, d'après moi, un lien avec l'apport d'azote et la brûlure bactérienne. Selon les conseillers en pépinière de l'ICDO, les pertes annuelles de végétaux causées par cette maladie sont généralement de 5 à 50 % et parfois plus. Les opérations phytosanitaires pour dépister la présence de la maladie et effectuer des traitements phytosanitaires entraînent des coûts supplémentaires. Aussi, puisque les plants doivent être jetés dès que les symptômes apparaissent, des coûts sont associés à la gestion de ces plants contaminés. Il faut les manipuler et gérer un espace pour mettre les résidus végétaux contaminés et pour s'en débarrasser. Il y a beaucoup de circulation de végétaux qui proviennent de l'extérieur et par conséquent de plantes contaminées sans symptômes sur un site de production. Une fois que la maladie est installée sur un site,
il est très difficile de s'en débarrasser définitivement. Il est donc préférable d'agir en prévention. Il existe un modèle prévisionnel de biofruits Advise et de l'IRDA appelé RIM-Pro Erwinia, qui permet de prédire le risque d'infection des fleurs et de traiter au bon moment diverses régions au Québec. En pépinière, ce modèle peut servir pour la production d'arbres en champ. Certains traitements à appliquer avant ou au moment de la floraison existent contre cette maladie en pépinière. Il y a le cuivre, les antibiotiques, les produits antagonistes et les produits provoquant la chute des fleurs. Lorsque les symptômes sont déjà présents, il est inutile d'appliquer ces produits. Les produits à base de cuivre, comme l'oxychlorure de cuivre, ont l'avantage de réprimer les populations de bactéries résistantes aux antibiotiques, mais certains produits à base de cuivre sont toxiques pour l'environnement. Il faut ainsi privilégier les produits à faible risque pour la santé et l'environnement. Les antibiotiques doivent être appliqués dans les 24 à 48 heures précédant le moment de l'infection présumée ou dans les 24 heures après. Ces produits fonctionnent seulement sur les fleurs déjà ouvertes. Il ne faut jamais appliquer un antibiotique si les symptômes de brûlure sont déjà apparents, car cela aura comme effet d'accélérer la sélection des bactéries les plus résistantes. Les agents de lutte biologique agissent comme antagonistes. Ces produits sont à base de bactéries ou de champignons. Ceux-ci s'installent et occupent la niche écologique de la bactérie responsable de la brûlure bactérienne, empêchant ainsi l'infection. Pour s'établir, ces agents doivent être appliqués au minimum 48 à 72 heures avant l'infection anticipée de la bactérie responsable de la brûlure. Les agents de lutte biologique protègent seulement les fleurs ouvertes. Finalement, les produits qui vont provoquer la chute des fleurs nuisent aux infections de printemps en empêchant l'infection par les fleurs. Une bonne partie de ces produits sont des régulateurs de croissance. Cependant, puisque la floraison des multiples espèces produites n'est pas synchronisée et qu'elle est étalée dans le temps en pépinière, ces traitements devront être appliqués sur une plus longue période que dans une monoculture comme un verger, par exemple. J'ai suivi un producteur, moi personnellement, pendant une dizaine d'années, chez qui on faisait des essais de produits phytosanitaires différents. On mettait à chaque année une planche témoin où il n'y avait pas de traitement. Les autres planches avaient des traitements, soit de cuivre, de différentes formes, des champignons antagonistes, des bactéries antagonistes, etc., etc. Puis, suite à tout ça, je ne suis pas prêt à dire qu'on voit une différence entre les traitements puis les témoins. Évidemment, on n'a pas utilisé un dispositif expérimental élaboré, là. C'est beaucoup empirique, nos observations. On gagnerait peut-être à le faire, mais visuellement ou dans le décompte qu'on faisait, on les comptait aussi. On comptait les morts à chaque année et il n'y a pas de tendance claire qui nous montre qu'un de ces produits-là est vraiment efficace. Pourquoi les produits ne sont pas si efficaces que ça, à mon avis? C'est que la floraison, les fleurs durent vraiment pas longtemps. Elles durent 2-3 jours. Et la floraison en pépinière ornementale, des pommiers dure 1 mois à peu près. Parce qu'il y a beaucoup de cultivars, des dizaines de cultivars. Fait qu'il y a des cultivars dont la floraison se chevauche dans le temps. Fait que pour être efficace, le traitement, il faut vraiment qu'il aille sur la fleur quand elle est prête à recevoir un insecte pollinisateur. Et ça, c'est une question d'1 journée ou 2. Fait que pour y arriver, il faudrait quasiment que le producteur traite à chaque 2 jours ou 3 jours sur une période d'1 mois. C'est pas très réaliste dans un contexte, la logistique de nos productions. Voici les stratégies à adopter en pépinière. Il faut sélectionner des cultivars résistants à la maladie et s'approvisionner auprès d'un multiplicateur de confiance. Éviter de planter des végétaux sensibles les uns près des autres. Déplacer les sites de production des espèces sensibles d'année en année dans la pépinière. Éviter de mouiller le feuillage et les fleurs pendant toute la période de floraison. Dépister fréquemment les arbres de la famille des rosacées durant toute la saison de croissance pour détruire les foyers d'infection au fur et à mesure qu'ils sont détectés. Éliminer tous les arbres atteints de la pépinière le plus rapidement possible. Modifier le système d'irrigation par aspersion pour un autre système qui ne mouille pas les fleurs,
comme un système de gaines perforées par exemple. Également, certaines opérations culturales peuvent être modifiées dans le but de nuire à la maladie. En voici des exemples. Devancer la période d'empotage des arbres. Éviter d'avoir des vergers de plants mères sur le site. Éloigner les plants fraîchement empotés le plus possible des plants qui ont été empotés l'année précédente. Réduire les opérations de taille au minimum. Utiliser des barrières physiques contre les insectes pollinisateurs. Pour ce qui est, nous, de la gestion de la brûlure bactérienne à la pépinière de Mixavio, on vient effectivement, lors de la plantation en champ, faire des petites actions régulières qui permettent de limiter la propagation de la brûlure bactérienne, comme par exemple désinfecter les outils de greffe ou désinfecter les outils qui peuvent nous servir à la plantation. Et ensuite, c'est vraiment un contrôle et un dépistage régulier des plants pour s'assurer qu'il n'y a pas de propagation excessive dans les champs. Quand on remarque un plant avec une brûlure bactérienne ou avec un symptôme de brûlure bactérienne, on vient l'enlever tout simplement du champ afin de limiter leur propagation. Pour ce qui est de la culture des contenants à la pépinière, on vient plus faire un dépistage régulier quotidien dans les contenants que dans les champs parce que la propagation est beaucoup plus excessive dans les contenants. Mais des moyens de lutte sont aussi mis en place de la transplantation des arbres jusqu'à leur dernière année ou leur année de vente, comme la désinfection des outils de coupe lors de l'empotage, le changement de parcelle lors des différentes années d'entreposage des plants fruitiers, une irrigation par drip tape et non pas par aspersion, et après des traitements phytosanitaires qui permettent de limiter la propagation avec du Quifix ou avec de la streptomycine ou du Casuma qui sont appliqués de manière raisonnée. Et un suivi, le plus important, c'est vraiment le suivi pendant la floraison, anticiper la floraison de la culture de contenant pour pouvoir faire le traitement au moment où la fleur est vraiment ouverte et là où le produit rentrera le mieux et qui évitera que l'insecte pollinisateur transmette de plus en plus la brûlure bactérienne à l'ensemble de la parcelle. D'où le projet de mettre une serre avec un filet qui permettrait justement d'avoir un moyen de lutte physique contre des insectes pollinisateurs, à contrario d'une lutte chimique qui sont employées d'habitude dans les pépinières ornementales et fruitières. Pour expliquer un peu pourquoi on en est venu à utiliser la serre filet et ce projet qu'il y a eu, il faut venir un peu plus en avant dans le passé pour justement mieux comprendre pourquoi on en est arrivé là. La lutte contre les insectes pollinisateurs et donc la propagation de la brûlure bactérienne dans les plages de contenants sont quasiment 100% chimiques à l'aide de pesticides et de produits comme la streptomycine. Donc on a eu beaucoup de désavantages, on avait quand même de la brûlure bactérienne qui était récurrente malgré l'utilisation de produits chimiques et on avait quand même une perte économique par l'utilisation de ces produits chimiques et une perte écologique indéniable sur la faune, la flore locale qui nous entoure. Donc à la suite de tous ces raisonnements et toute cette façon de penser, on arrivait à penser avec une barrière physique empêcherait physiquement l'insecte d'atteindre l'arbre pollinisateur et qui permettrait donc un moyen de lutte beaucoup plus écologique, beaucoup plus économique et beaucoup plus facile, car ça nous demande beaucoup moins de temps à gestionner tout au long de l'année. Pour ce qui est de la structure, nous avons donc racheté une structure de serre, uniquement, sans les plastiques, uniquement les arches en métal et tous les matériaux qu'il fallait. On a adapté en fait un filet, 2 parties de filet qu'on est venu coudre au milieu pour avoir la surface désirée de filet. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on est venu faire sur mesure par rapport au projet, par rapport aux besoins qu'on avait, parce que ce n'est pas quelque chose qui existe ou qui a déjà été commercialisé avant. Pour ce qui est du projet et donc des essais que nous avons fait avec cette serre, ça a commencé l'année passée, donc là c'est notre 2e année d'essai et notre 2e année de production d'arbres fruitiers dans cette serre. Les résultats de l'année passée ont été extrêmement encourageants. Grâce à notre test et notre protocole expérimental, nous avons 2 planches significatives que l'on compare tout au long de l'année pour voir combien de cas de brûlure bactérienne sont dans chaque planche, ce qui permet de comparer entre un environnement interne à un filet ou un environnement extérieur. Et l'année passée, nous avons eu 100% de réussite, c'est-à-dire qu'on a eu 0 cas de brûlure bactérienne dans le filet, à comparer d'autres cas beaucoup plus nombreux dans l'autre projet. Donc on a continué et on a décidé de continuer dans cette voie-là et d'en rajouter de plus en plus d'arbres dans la serre filet pour profiter maximum de cet espace. Pour ce qui est des matériaux et de la structure ainsi que du filet, nous avons besoin d'un filet qui permet quand même une certaine étanchéité à tout type d'insectes,
mais en même temps avec quand même des aérations qui permettent un échange de vent et d'air et d'humidité, pas que ça soit vraiment une serre plastifiée hermétique. Donc on a choisi un filet avec des mailles de environ 1,35 mm qui permet qu'aucun insecte ne puisse rentrer et quand même un échange d'environnement entre l'intérieur et l'extérieur. La période d'utilisation de la serre sera vraiment après l'empotage jusqu'à la fin de la floraison. Ce qui est le plus important dans ce projet et dans ce dispositif, c'est que les arbres en fleurs soient sous un filet protégé des insectes pollinisateurs qui pourraient venir transmettre et favoriser la propagation de la brûlure bactérienne. Mais à la suite de la floraison, le filet n'a plus vraiment lieu d'être pour ce que nous nous en servons. Donc on va venir remonter le filet sur les côtés, ce qui va permettre un meilleur échange de prédateurs et de contrôle d'insectes dans l'ensemble de la serre. Comme pour vous donner un exemple, le puceron vert, qui est vraiment un insecte qui peut rentrer et qui est déjà dans la serre avant qu'on mette les arbres, ne se régule plus du tout lorsqu'il est dans la serre parce qu'il n'y a plus de coccinelles, il n'y a plus de cierves qui viennent les manger, qui viennent les contrôler et régler automatiquement cet écosystème. En ouvrant les filets et en permettant après la floraison cet échange, nous avons une réduction et un meilleur contrôle du puceron sur nos arbres fruitiers, sans venir gêner la propagation de la brûlure bactérienne. Pour la mise en place de cette serre et de cette structure et de ce projet, nous avons été aidés et nous avons collaboré avec l'IGDO. Pour terminer, la brûlure bactérienne est une maladie qui cause des pertes économiques importantes en pépinière. Elle est difficile à contrôler, c'est pourquoi il est important de bien la connaître et d'adopter la prévention comme stratégie d'intervention.